Les éditions Main Libre sont en plein lancement de livres. Ça n'a pas de bon sens. Il y en a comme vingtaine qui paraissent depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. Et Stéphane Despatie, qui vient de publier son premier roman, après cette... bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci vous. Ça va très, très bien, merci. Stéphane, on t'a connu dans le milieu poétique de façon très comment dire, avec les louanges, avec les prix, avec, bon, tout ça. Et là, tout à coup, tu as décidé d'écrire 300 pages, probablement plus, mais publier 300 pages, illustrées, et au titre accrocheur, fretless. Oui. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement des musiciens, qu'est-ce que ça veut dire, fretless? Ben, fretless, l'instrument a été inventé par Fender. C'est un instrument sans fret, c'est-à-dire les arêtes qu'on a sur un manche des instruments à cordes. Ah, Donc, c'est comme un piano en italien, on n'a pas de problème à dire ça, mais un mot anglais, on hésite toujours. Mais c'est le nom de l'instrument, c'est une basse sans fret, ben, comme toutes les autres. c'est ce qu'on retrouve en musique classique avec Exact, sur les les violons, altos, sur les les basses, altos, les tout ça. violons, tout ça, oui. Alors, Fretless, ça t'est venu comment, cette idée? J'ai le sentiment, bon, c'est un premier roman, j'ai l'impression que tu as voulu tout mettre là-dedans. Ben, oui et non. C'est un premier roman vrai. Euh, c'est un faux premier roman parce que il y a 23 ans, 24 ans, j'ai publié un récit qui s'appelle Réservé aux chiens, qui à la base devait être un roman. Et faute de temps, j'ai tronçonné plusieurs parties, mais la base de Fretless était déjà là. J'ai pas voulu tout mettre, mais il y a une partie de moi qui arrive comme ça avec beaucoup de choses en même temps. Et sans vouloir tout mettre, l'idée dans le paysage, c'est anecdotique, mais que la musique soit là, que les arts visuels soient là, que la littérature soit là, euh, c'était inévitable. Donc, ça, c'est présent. Ça fait partie de moi, ça fait partie du roman. Je te rappelle, il y a 42 chapitres dans ton livre. Oui, Et il y a presque autant comment dire, de dessins, des croquis, si on veut, oui, du contenu de la plupart, en tout cas, des chapitres. Et t'en es l'auteur? oui. Des croquis? Oui, des croquis. Oui, 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 ben c'est sans prétention. En fait, comme le personnage principal dessine dans les loges, il dessine toujours avant de monter sur scène. Je me suis pris au jeu puis j'ai fait la même chose. J'ai décidé de dessiner, faire des petits croquis, puis je m'étais donné une consigne, il fallait que ça prenne moins de 5 minutes. Donc, c'est des croquis vraiment vite faits, sans prétention. Je voulais pas jouer à l'illustrateur. Alors, c'est sans prétention, mais c'est quand même important que tu les aies, que tu aies mis ça dans ton livre en même temps. Oui, oui, Avant de plonger dans Fretless, j'ai remarqué aussi que chacun de tes chapitres est précédé, euh, les précède, et tu cites, bon, ça va de Neruda, Paul Klee, Ferré, Cixous, Debian, Cohen, euh, même Ted Hughes y passe. Alors, effectivement. et, 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 et ça vient, ça s'inscrit comment dans Fretless? Ben, c'est un peu la même chose que ma réponse de tout à l'heure, c'est-à-dire que le créateur que je suis, la personne que je suis, ben, c'est une tresse d'un paquet de choses dans la même journée. Et je passe comme ça d'un essai sans hiérarchie aucune, d'un essai de niche à un roman plus populaire, à une musique plus populaire, à une musique de niche. J'ai jamais eu de mal à voyager comme ça. J'ai été directeur général de Arion, par exemple. Donc, euh, je- d'écouter de la musique ancienne avec intensité et ensuite écouter un disque de Black Sabbath, j'ai aucun problème avec ça. Et je mets pas tout sur le même pied, mais l'affection, oui. J'embarque dans tout ça avec le même enthousiasme. Alors, parlons de ces personnages. D'abord, ton personnage principal, ton héros, s'appelle Edward. Et Oui, il se produit un tas d'événements dans sa vie, plus dramatiques ou des fois plus drôles. Et
et j'aimerais que tu me parles un peu de ce personnage-là. Oui, ben lui, comme sa femme, comme ses amis, euh, je le vois comme quelqu'un d'intelligent, mais d'un peu démuni avec un peu, il est allé à l'école, mais il est un peu démuni avec les choses de la vie, avec les émotions, il sait pas comment faire complètement, et ses amis non plus. Cette petite bande-là vivent plein de choses, vivent des choses importantes et savent pas toujours comment les verbaliser, mais ça s'entend, ils se comprennent entre eux. On sent que, comme à un moment donné, il y a un personnage qui secoue un jukebox et en fait, le jukebox joue une pièce par un pédophile reconnu du rock and roll et le personnage qui secoue le jukebox est victime, a Ouais. été victime. A été victime. Oui, donc pour moi, c'est juste un petit clin d'œil comme ça qu'à peu près personne peut attraper, mais entre eux, tout le monde comprend. Ah, la personne qui joue ça, tout d'un coup, ça vient le chercher. Mais il n'est pas mention, on fait pas mention de l'acte du problème. Il y a un drame. Il y a un Oui, drame qui change le cours d'une vie, celle de Ralph. oui. Alors, comment ce drame arrive-t-il? Ben, c'est quelques petites répercussions qu'on peut dire, mais en gros, le fait d'avoir vu une amie d'enfance se faire assassiner, il n'a pas vu se faire assassiner, mais d'avoir qu'une de ses amies d'enfance a été assassinée. Quelqu'un pour qui voyait comme quelqu'un qui avait besoin d'aide, qui a toujours eu besoin d'aide, qui avait besoin d'accompagnement. Et Mhm. puis là, tout d'un coup, on la retrouve enceinte, morte dans le parc Jarry. Ça le secoue. Et il y a une série de petits événements comme ça, ou de grands événements, mais qui lui voit un peu en retrait. Donc, elle, qui s'appelle un personnage qui s'appelle Sandra, qu'on voit pas beaucoup. Et un peu plus tard, une autre qui s'appelle Anna, qui prend aussi une dérive, qui prend un chemin qui est pas souhaitable. Et Raph, d'une certaine manière, est quelqu'un de privilégié parce que sans trop avoir réfléchi, il a jamais emprunté les pires chemins, les pires sentiers. Donc, il y a une sorte d'intelligence ou d'intuition qui fait qu'il s'en va au bon endroit d'une certaine manière, mais il voit autour de lui des gens marqués. Donc, ça, c'est des choses importantes. Et c'est anecdotique anecdotique et pas, c'est-à-dire qu'il se met à voir un tableau et à obséder sur un tableau. C'est pas clairement dit, mais c'est un tableau de McEwen. Et il voit ça et tout d'un coup, il veut ça. Et tout ça vient le chercher, puis vient secouer des choses et vient le troubler dans où il se situe, comment il se positionne sur l'échiquier, dans le milieu de la musique et tout ça vient le chercher. C'est pas Parce que banal. pardon? C'est pas banal d'avoir choisi McEwen. Non, c'est pas banal. C'est que dans la tête, dans l'esprit de Raph, McEwen est une figure, disons, effacée à côté de Bordua, de Riopelle, de Marcel Ferron, de Fernand Leduc, de tous ces gens-là. Et pour Raph, pour ce personnage-là, McEwen est aussi important et aussi bon, mais il n'a pas placé, selon Raph, sa carrière à l'avant-plan. Il a plutôt voulu travailler en pharmacie, en d'autres choses et penser à d'autres choses. Puis, il n'a pas mis ça à l'avant-plan. Et lui, quand il se retrouve dans un musée un jour, il voit ça et il voit ça d'égale facture, d'égale importance. Et tout d'un coup, il se met à se poser des questions sur son propre parcours, sans trop s'en rendre compte. C'est qu'il est accompagné d'un ami qui s'appelle Ross dans ça. Et il voit bien que Ross est un être extrêmement talentueux et qui a toujours été dans les B, si on met des lettres, ou dans les C ou dans les D, alors qu'il a toujours été présent, puis que son apport est considérable au monde des arts, mais personne n'en tient compte. Et donc ça le bouleverse.
et il se met à réfléchir à la reconnaissance. Est-ce que lui a besoin de reconnaissance? Est-ce qu'il n'en a pas besoin? Il réfléchit à tout ça. Faut dire, Stéphane Despatie, que tu as une profonde connaissance de la culture pour avoir été impliqué, oui, en littérature, en musique, en art visuel aussi. Tu as fait euh, un peu à titre de journaliste du reportage. Dans ce sens-là, tu as fouillé ça. Oui. Quelle est l'importance de ce contenu dans l'histoire que tu nous racontes autour de Factus? En fait, même si j'en parle un peu comme des anecdotes, à la base, le roman, je voulais que ce soit, je croyais que ça allait être un roman sur l'engagement, mais l'engagement, pas nécessairement politique, l'engagement envers l'art. Et il y a une scène qui s'appelle, il y a un chapitre qui s'appelle La Bastille, Oui. qui, à un moment donné, ils sont trois jeunes sur le quai et ils se demandent qui a fait ce qu'on appelait, nous, adolescents, les hamburgers, les sièges de la station Laurier. Est-ce que c'est Daudelin? Est-ce que c'est... Ils savent plus. Et, mais tout d'un coup, il y a l'idée, il y a quelqu'un qui l'a conçu, tout ça. Et il y a quelqu'un dont son nom n'est pas là, là. Et puis on est là. Et c'est pourtant important. Comme la station Crémazie, il est question de l'œuvre, de l'art public finalement aussi, de tout ça. Et cette idée-là de faire des choses, de laisser des choses, on pourrait dire la même chose pour la musique. On entend en faisant la vaisselle des grands airs, des chansons populaires, mais des grands airs. La Wadi, les gens savent, ils connaissent ça, mais ils mettent pas un nom là-dessus nécessairement. Et c'est pas grave, et c'est grave. C'est à la fois vraiment pas grave, mais pour certains créateurs, leur testament est pas clair. Ça porte à la réflexion. J'ai l'impression que tu as réfléchi, tu as vraiment fouillé dans les plus profondes arcanes de ton intérêt pour la culture pour en arriver à décrire certaines anecdotes. Parlons de Oui, la guitare, par exemple. À un moment donné, les questions de la fameuse guitare, et je te laisse élaborer là-dessus. oui. Ben, en fait, ça, c'est un vol en partie dans la vie avec ce que j'ai fait et tout ça. C'est ce qui est plus ou moins intéressant, mais pour des raisons X, j'ai travaillé avec certaines personnes du monde de la musique qui sont ce qu'on appelle en chinois des majors, et dont un groupe qui s'appelle Motley Crue, un groupe d'heavy metal. Puis il y a même un documentaire que j'ai jamais vu sur eux. Et dans ce groupe-là, c'est une anecdote réelle, le bassiste est devenu bassiste parce il a voulu voler une guitare et on lui avait dit, t'as l'air d'un guitariste, on t'engage, aussi con que ça. Et là, il a dit, oui, le problème, c'est que j'ai pas de guitare, va en chercher une. Et lui, il en a volé une dans un commerce. Mais ne connaissant rien dans ça, il a volé une basse. Donc, j'ai volé cette anecdote-là que j'ai modifié un peu, puis tout ça. Et je l'ai fait mienne. Et puis, mais c'est ça. Ça vient de quelque chose de vrai et ça vient aussi d'une époque. Fretless ne pourrait pas exister si j'avais pas côtoyé tous ces musiciens-là. Et toute cette série d'anecdotes-là, qui est un flot d'anecdotes, ça n'arrêterait pas. Euh, si je les avais écrites, les véritables anecdotes, tout le monde m'aurait dit, il est fou, ça se peut pas. Et pourtant, c'est vrai. Euh, mais là-dedans, j'ai inventé, j'ai brodé, mais ça demeure une réelle anecdote. Dis-moi, Stéphane, est-ce que tu as eu la piqûre? Tu as écrit un premier roman. Est-ce qu'il y aura une suite? Oui, d'une certaine manière, entre autres parce que j'ai pas pu écrire le roman sur l'engagement, c'est devenu un roman sur la reconnaissance, alors qu'à la base, je tenais à faire quelque chose sur l'engagement. Mais ils m'ont amené ailleurs. Ce monde-là m'a amené ailleurs. C'est aussi dans le chapitre dont je parlais tout à l'heure, c'est là que j'ai réalisé que j'avais un roman. Donc, l'engagement, c'est toujours là. Et aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la santé mentale qui me préoccupe et que je voudrais aborder. Donc, j'ai quelque chose, j'ai un personnage de cette faune-là, parce que j'ai tassé du monde. J'ai tassé à peu près 100 pages de ce livre-là parce que ça serait allé ailleurs. Mais il y a quelque chose
de cet ordre-là. Donc, j'ai la piqûre, oui. Et ayant écrit des milliers, probablement, d'articles, j'ai jamais fait le décompte, la prose a toujours été présente. Donc, c'est un peu bizarre. C'est un premier roman, mais j'ai l'impression que je suis chez moi. Écrire chez toi, Euh, Pardon? écrire chez toi, c'est pas un défi, c'est une prolongation de Une ta prolongation. réflexion, etc. Exactement. Et là, Donc, j'ai la piqûre, mais j'ai l'impression que ça a toujours été là. Ce qui est étrange, c'est que je publie. Euh, ben, c'est parce quand que même pas mal. C'est quand même pas mal. Tu publies chez toi. oui, oui, ça a été une réflexion. Je regrette pas du tout. Parce que j'avais des occasions, j'aurais pu publier ailleurs. Et on pourrait croire que c'est souhaitable. Ça l'est probablement, je ne le sais pas. Bon, Mais je suis très fier de publier chez nous. parce il faut le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas le dire, que tu Ouais. as constitué une équipe et fondé une maison d'édition qui fait appel à des auteurs, à des écrivains, à des poètes. Et il y a comme une espèce un éventail d'intérêts que vous Oui. prenez en main et que vous portez sur, dans la culture, quoi, finalement, en littérature. Et Oui, c'était. Je crois que c'était important. Il y a toujours des questions, des questions. Pourquoi faire un autre livre? Pourquoi faire? Parce que c'est le mien, parce que ça me tente ou je sais pas quoi. Mais toutes ces questions-là, qui sont souvent des fausses questions, en même temps des vraies questions, mais il y à chaque fois qu'on peut entendre est-ce qu'il y a trop de livres? Il y a trop de livres, mais pas les miens. C'est toujours sous-entendu. Pas les nôtres, pas ceux qu'on fait, mais il y a trop de livres. Moi, je pense pas qu'il y a trop de livres, comme j'ai jamais pensé qu'il y avait trop d'humoristes, de trop de il y a jamais trop de quelque chose. Il manque toujours de ce qu'on cherche, puis de la qualité, puis tout ça. Puis quand on a la prétention, et c'est pas péjoratif du tout dans ma bouche, là, la prétention de pouvoir apporter quelque chose, de pouvoir faire une différence dans le paysage, de pouvoir euh, faire quelque chose de bien. Puis c'était le cas. J'ai réellement cru que comme romancier, j'avais mon mot à dire. Ça peut paraître épouvantablement prétentieux, mais j'assume, comme j'aime pas l'expression, mais j'assume l'idée je trouvais que ce roman-là avait sa place. Puis c'était la même chose, la maison d'édition, je trouvais qu'il manquait de cette couleur-là dans le paysage. je cite simplement un extrait du communiqué de presse qui accompagne ton livre Fretless, un univers tendre, lucide et drôle et dérisoire, d'humanité dans ce qu'il a de beau et de grotesque. C'est bien. Oui, Alors, écoute, oui. Stéphane Despatie, merci pour Fretless. Et puis, Merci. on attend la suite des choses et ça paraîtra sans doute dans un... Un jour. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Un grand merci. Bonne Bonne fin de journée. journée.